Faites semblant d'être ma femme, ou je meurs cette nuit. » Les mots sortirent dans un murmure désespéré, chargé d'une urgence qui fit s'arrêter le cœur de Marina un instant. Elle était là, à l'entrée latérale de l'hôpital de la Miséricorde de Marseille, sous la pluie fine de l'aube de juin, serrant son sac d'infirmière de mains tremblantes, quand cet homme apparut, titubant hors des ombres. Le sang s'écoulait entre ses doigts, tandis qu'il pressait le côté gauche de son abdomen, et ses yeux bruns, même voilés par la douleur, suppliaient avec une intensité qui coupait plus profondément que n'importe quelle lame. Marina Dubois, 27 ans, infirmière depuis 5 ans, n'aurait jamais imaginé que cette nuit de garde se terminerait par une demande aussi absurde que dangereuse, venant d'un parfait inconnu blessé. Ceci est le récit de la façon dont un mensonge né du désespoir se transforma en quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Une histoire de secrets qui détruisent des familles, d'honneur qui coûte du sang et d'un amour qui a fleuri exactement là où il n'aurait pas dû exister. Entre les murs coloniaux d'un domaine de cacao, dans l'arrière-pays provençal, et les couloirs de l'hôpital le plus ancien de Marseille, Marina et cet homme mystérieux découvriront que parfois, la seule façon de survivre est de faire confiance à quelqu'un que l'on vient de rencontrer, même quand tout autour de soi crie que c'est de la folie. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Cet homme devant elle n'était pas n'importe qui. Même blessé, même pâle et tremblant, il était impossible de ne pas remarquer sa posture aristocratique, son costume de lin fin maintenant taché de sang, la montre en or à son poignet. Marina avait grandi trop pauvre pour ne pas reconnaître la richesse quand elle la voyait, et cet homme exhalait pratiquement le privilège par chaque pore. « S'il vous plaît, j'ai besoin que vous m'aidiez maintenant. » Sa voix sortit plus faible, et Marina vit ses jambes commencer à céder. Instinctivement, elle lâcha son sac et courut le soutenir avant qu'il ne tombe sur le sol mouillé. Son corps était lourd, mais elle était habituée à prendre en charge des patients. L'odeur de sang frais envahit ses narines, mêlée à un parfum cher de santal et de cèdre. « Monsieur, vous avez besoin d'un médecin immédiatement, » dit Marina, essayant de le traîner vers l'entrée de l'hôpital. « Je vais appeler de l'aide tout de suite. Il faut arrêter ce saignement avant qu'il ne soit trop tard. » « Non. » Sa réaction fut violente, ses mains agrippant ses bras avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi blessé. « Vous ne pouvez pas me faire entrer, vous ne pouvez appeler personne. S'ils découvrent que je suis ici, ils me tueront avant l'aube. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire d'abord. » Marina sentit la peur lui serrer l'estomac. C'était complètement faux. Un homme blessé, saignant, demandant à ne pas recevoir de soins médicaux. Toutes ces lumières d'alerte mentale étaient allumées, lui criant de s'enfuir. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité désespérée qui la fit hésiter. « Qui êtes-vous? Que s'est-il passé ?» demanda Marina, gardant la voix basse mais ferme. « Et pourquoi diable me demandez-vous de faire semblant d'être votre femme ?» Il prit une profonde inspiration, chaque inspiration clairement douloureuse, et dit avec une urgence qui ne laissait aucune place au doute. « Mon nom est Philippe Moreau. Je suis le baron de la Grande Cascade, et si mon oncle découvre que je suis encore en vie après ce qu'il vient de faire, il terminera le travail qu'il a commencé cette nuit. » Marina sentit le monde tourner légèrement en entendant ce nom, baron de la Grande Cascade. Tous les Provençaux connaissaient cette famille. Les Moreau étaient propriétaires du plus grand domaine de cacao de la région du sud de la Provence, avec des terres qui s'étendaient sur des kilomètres et une fortune bâtie au fil des générations. Elle avait vu le nom dans les journaux quelquefois, toujours dans les pages mondaines, qu'elle ne lisait jamais attentivement, mais suffisamment pour savoir qu'elle était devant quelqu'un d'extrêmement puissant et riche. Que s'est-il passé ? Demanda Marina, se forçant à se concentrer sur ce qui importait à ce moment-là. Maintenir cet homme en vie. Je dois voir la blessure. Je dois arrêter le sang, ou vous allez mourir ici même, peu importe qui vous êtes. Philippe hocha faiblement la tête, lui permettant de l'aider à s'asseoir, adossé au mur humide de l'allée latérale de l'hôpital. Marina s'agenouilla à côté de lui, ses mains entraînées ouvrant déjà la chemise ensanglantée pour évaluer les dégâts.
La blessure était sur le côté gauche de l'abdomen, une coupure profonde qui semblait avoir été faite avec un couteau, pas une balle. Le saignement était constant, mais pas jaillissant, ce qui signifiait que, probablement, aucune artère principale n'avait été touchée, mais il perdait du sang trop rapidement. Ce n'était pas une balle, dit Marina, retirant déjà le châle qu'elle portait sur son uniforme d'infirmière et le déchirant pour faire un pansement improvisé. C'était un couteau. Et vu l'angle, celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Quelques centimètres de plus à droite et il aurait perforé des organes vitaux. Mon oncle Auguste a toujours été méticuleux dans tout ce qu'il fait, murmura Philippe, les yeux se fermant brièvement de douleur quand Marina pressa le tissu contre la blessure. Il m'a attaqué dans la bibliothèque du domaine pendant le dîner. Il pensait que je mourrais là-bas. J'ai réussi à m'enfuir et à conduire jusqu'ici, mais je ne peux pas entrer à l'hôpital officiellement. Marina travaillait rapidement, ses mains faisant le pansement temporaire, tandis que son esprit traitait cette histoire absurde. Un baron attaqué par son propre oncle dans la bibliothèque du domaine familial. Cela ressemblait à un roman de gare, mais le sang sur ses mains était trop réel, et la peur dans ses yeux aussi. « Et pourquoi ?» demanda Marina, nouant le dernier nœud du pansement improvisé. « Et plus important encore, pourquoi me demandez-vous de faire semblant d'être votre femme? Cela n'a aucun sens. » Philippe ouvrit les yeux, se concentrant sur elle avec une intensité qui la fit se sentir exposée sous son regard. Il l'étudiait comme s'il essayait de décider s'il pouvait lui faire confiance avec toute la vérité. Marina soutint son regard, refusant de détourner les yeux, et, finalement, il soupira. « Ma vraie femme est morte il y a 3 ans dans un accident de calèche, » commença Philippe, la voix chargée d'une douleur ancienne qui n'avait rien à voir avec la blessure physique. Depuis, selon les lois de succession de ma famille, si je meurs sans héritier direct, le titre de baron et toutes les propriétés passent automatiquement au parent masculin le plus proche, qui est mon oncle Auguste. Marina commençait à comprendre la logique malsaine derrière tout cela. C'était une question d'argent et de pouvoir, comme toujours quand des personnes riches s'entretuaient. Elle en avait vu assez à l'hôpital pour savoir que les riches n'étaient pas différents des pauvres quand il s'agissait de cupidité. Ils avaient juste plus de ressources pour transformer cette cupidité en violence. « Mais si vous vous mariez à nouveau, » continua Marina, terminant son raisonnement, « alors votre femme hériterait de tout si vous mouriez et votre oncle ne gagnerait rien. » « Exactement, » confirma Philippe, et quelque chose comme de l'espoir brilla dans ses yeux bruns. « Si j'apparais marié, Auguste perd complètement la raison de me tuer. Il peut être cupide et violent, mais il n'est pas stupide. Il ne risquera pas d'être emprisonné pour homicide s'il n'y a rien à gagner de ma mort. » Marina s'éloigna un peu, nettoyant ses mains sur ce qui restait du châle. C'était une folie complète. Elle était une infirmière qui gagnait le SMIC, vivait dans une petite chambre louée dans le quartier de la Belle de Mai et avait à peine de quoi manger à la fin du mois. Et cet homme lui demandait de faire semblant d'être la femme d'un baron, d'entrer dans un domaine de cacao où quelqu'un avait déjà tenté de le tuer une fois, et de croire que sa présence serait suffisante pour empêcher une autre attaque. « C'est complètement insensé, » dit Marina à voix haute, secouant la tête. « Vous devez aller à la police, dénoncer votre oncle, demander une protection. Vous ne pouvez pas simplement apparaître avec une fausse femme et espérer que tout se résolve. » « La police locale est contrôlée par les Moreau depuis des générations, » répondit Philippe avec amertume. « La moitié des commissaires dînent à ma table, l'autre moitié à celle de mon oncle. Il n'y a pas de vraie justice là-bas, seulement des loyautés achetées. » Ah ! Marina regarda cet homme blessé, adossé au mur sale d'une ruelle, et vit non seulement un aristocrate désespéré, mais aussi quelqu'un de complètement seul au monde, sans femme, sans enfant, sans pouvoir faire confiance même aux institutions qui étaient censées le protéger. C'était une solitude qu'elle connaissait bien, bien que d'un type différent. Et pourquoi moi ? Pourquoi ne cherchez-vous pas une femme de votre classe sociale, quelqu'un qui aurait vraiment du sens comme votre femme ? Demanda Marina, croisant les bras sur sa poitrine.
Regardez-moi, monsieur Philippe. Je suis infirmière, pauvre noire. Personne ne croira qu'un baron m'épouserait. » Philippe la regarda de haut en bas, mais il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, seulement une évaluation pratique. « C'est exactement pour cela que je vous ai choisi, » dit-il. « Auguste et tous les autres s'attendent à ce que j'épouse une héritière de la haute société provençale, quelqu'un qui apporterait plus de terre ou de connexions politiques, une infirmière de l'hôpital de la Miséricorde. C'est si inattendu, si hors norme, que cela les prendra complètement par surprise. » Marina ne savait pas si elle devait être offensée ou impressionnée par sa logique froide. Il y avait une vérité brutale là-dedans. Elle était exactement le genre de personne que la haute société n'attendrait jamais de voir aux côtés d'un baron. Et peut-être était-ce exactement pour cela que le plan pourrait fonctionner. « De plus, » continua Philippe, sa voix devenant plus faible, « j'ai besoin de quelqu'un qui sache soigner les blessures. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne peux pas appeler des médecins connus de la famille. Vous avez les compétences dont j'ai besoin pour survivre les prochains jours, pendant que cette blessure cicatrise. » Marina se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant rapidement. Elle devrait dire non. Elle devrait appeler la sécurité, les laisser s'occuper de cet homme fou et retourner à sa vie simple et sûre. Mais il y avait quelque chose dans toute cette situation qui l'attirait, une chance de s'échapper, même temporairement, de la routine étouffante qu'était devenue sa vie. « Combien ?» demanda Marina directement, décidant que si elle allait considérer cette folie, elle serait au moins honnête sur ses motivations. « Vous voulez que je risque ma vie, que je mente à des gens puissants, et que je fasse semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Qu'offrez-vous en échange ?» Philippe sourit pour la première fois, un sourire faible mais sincère qui transforma complètement son visage. Même blessé et pâle, il était beau d'une manière que Marina n'avait pas remarquée auparavant, avec ses yeux bruns qui semblaient voir à travers elle. « De l'argent !» répondit Philippe sans détour. « Combien gagnez-vous par mois en tant qu'infirmière ? 2 SMIC, 3 les bons mois. Je vous paierai 100 fois cette somme en espèces dès que cette situation sera résolue. Assez pour que vous achetiez une maison, ouvriez votre propre cabinet, ou simplement n'ayez pas à travailler pendant les 10 prochaines années si vous ne le souhaitez pas. » Marina sentit l'air lui manquer dans les poumons. 100 fois son salaire. Elle pouvait à peine imaginer combien d'argent c'était. Ce serait suffisant pour changer complètement sa vie, pour offrir à ses vieux parents une vieillesse digne, pour ne plus jamais avoir à choisir entre payer le loyer ou acheter de la nourriture. « Et si vous mourrez avant de me payer ?» demanda Marina, se forçant à être pratique. « Si votre oncle parvient à vous tuer de toute façon, je me retrouve sans rien et en plus impliqué dans tout ce gâchis. »« C'est pourquoi nous allons faire un contrat, » dit Philippe, essayant d'atteindre la poche intérieure de sa veste, mais gémissant de douleur avec le mouvement. Marina s'approcha et sortit ce qu'il cherchait. Un portefeuille en cuir fin. « Il y a de l'argent là-dedans, » continua-t-il. 20 000 € en espèces. Considérez cela comme une avance pour votre aide cette nuit. Le reste viendra quand tout sera terminé. 20 000 €. Plus d'argent qu'elle ne gagnait en une année entière de travail. C'était réel. Tout cela était complètement, follement réel. « Combien de temps ?» demanda Marina, rangeant le portefeuille dans la poche de son uniforme avant de pouvoir changer d'avis. « 1 semaine, 1 mois. Je dois savoir dans quoi je m'engage. »« Nodi, au maximum 3 semaines, » répondit Philippe. « Assez de temps pour que cette blessure cicatrise, pour que je me remette physiquement et pour qu'Auguste comprenne que le jeu a changé. Après cela, nous pourrons annoncer discrètement que le mariage n'a pas fonctionné. Vous retournerez à votre vie avec l'argent promis et je chercherai une autre solution à long terme. 3 semaines à faire semblant d'être la femme d'un baron, à vivre dans un domaine de cacao, entourée de personnes qui pourraient être dangereuses. » Marina savait que c'était de la folie. Elle savait qu'elle devrait refuser. Mais quand elle pensa à retourner dans sa petite chambre exiguë, aux gardes interminables, à la vie qui ne menait nulle part, les mots qui sortirent de sa bouche furent autres. « D'accord, » dit Marina, se surprenant de la fermeté de sa propre voix. « Je vais le faire.
Je vais faire semblant d'être votre femme pendant 3 semaines. Mais nous devons établir des règles claires maintenant, pendant que vous êtes encore suffisamment conscient pour les accepter. » Philippe la sentit clairement soulagée, et Marina vit la tension quitter ses épaules. « Dites les règles, » murmura-t-il. « Premièrement, » dit Marina, levant un doigt, « pas de contact inapproprié. Nous pouvons simuler de l'affection en public si nécessaire, mais en privé, vous gardez vos distances. Deuxièmement, » elle leva un autre doigt, « vous me racontez tout sur votre famille, sur le domaine, sur tout ce que je dois savoir pour que cette farce fonctionne. Je ne veux pas être prise au dépourvu. Et troisièmement, » Marina le regarda sérieusement, « si à un moment donné je sens que ma vie est en réel danger, je partirai et vous n'essayerez pas de m'en empêcher. » D'accord. Philippe tendit la main même si l'effort lui faisait clairement mal, et Marina la serra, scellant cet accord insensé. « Je suis d'accord avec tout, » dit-il. « Merci Marina, vous me sauvez la vie cette nuit de plus de façons que vous ne l'imaginez. » « Ne me remerciez pas encore, » répondit Marina, se levant déjà et regardant autour d'elle. « D'abord, je dois soigner cette blessure correctement et vous avez besoin d'un endroit sûr pour passer la nuit. Vous ne pouvez pas conduire dans cet état et nous ne pouvons pas aller chez moi car c'est trop petit et les voisins poseront des questions. »« J'ai un appartement dans le centre de Marseille, » dit Philippe, sortant un trousseau de clés de sa poche. « Personne de la famille n'est au courant. Je l'ai acheté il y a des années comme refuge personnel. Nous pouvons y aller. C'est à 10 minutes d'ici, en voiture. » Marina prit les clés, aida Philippe à se lever et ensemble, ils titubèrent jusqu'à l'endroit où il avait garé sa voiture, une berline noire et luxueuse qui semblait coûter plus que tout ce que Marina possédait. Elle n'avait jamais conduit une voiture aussi chère, mais ce n'était pas le moment d'avoir peur. Elle installa Philippe sur le siège passager, ajusta le siège du conducteur et partit en direction de l'adresse qu'il lui avait donnée. L'appartement se trouvait dans un immeuble élégant de l'avenue du Prado, avec un portier en uniforme qui connaissait clairement Philippe et ne posa pas de questions en le voyant arriver, appuyé sur Marina. « Bonsoir, baron Moreau », dit l'homme simplement, ouvrant la porte et appelant l'ascenseur. L'ascenseur les emmena au 8e étage et Philippe la guida jusqu'à la porte de l'appartement 803. À l'intérieur, Marina trouva un espace étonnamment simple pour quelqu'un d'aussi riche. Il y avait des meubles de qualité, oui, mais rien d'ostentatoire. Une bibliothèque remplie de livres, des tableaux d'artistes locaux au mur, un canapé confortable devant une fenêtre avec vue sur la rade de Marseille. Cela ressemblait à un endroit où quelqu'un vivait réellement, pas seulement où l'on exhibait sa richesse. « J'aurai besoin d'eau bouillie, de serviettes propres, d'alcool, si vous en avez, et d'une aiguille et de fil, » dit Marina, guidant déjà Philippe vers le canapé. « Cette blessure a besoin de points de suture appropriés, et je dois la nettoyer correctement, avant qu'elle ne s'infecte. » « Tout cela est dans l'armoire de la salle de bain, » murmura Philippe, se laissant tomber sur le canapé avec un gémissement. « Et Marina, merci encore. Je sais que c'est de la folie, je sais que je demande beaucoup, mais vous êtes la première personne depuis des années en qui je sens que je peux vraiment avoir confiance. » Marina ne répondit pas, se contentant d'aller à la salle de bain chercher les matériaux. Pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau dans la cuisine moderne et impeccablement propre, elle s'accorda un moment de panique silencieuse. Qu'avait-elle diable fait? Elle avait accepté de faire semblant d'être la femme d'un baron, de s'impliquer dans de dangereuses intrigues familiales, tout cela pour de l'argent. Mais quand elle regarda la liasse de billets dans sa poche, elle se rappela pourquoi elle avait accepté. Parfois, la seule issue de la pauvreté était de tout risquer. Pendant les 2 heures suivantes, Marina travailla en silence, nettoyant la blessure de Philippe avec la même précision qu'elle utilisait à l'hôpital, faisant des points fermes mais prudents, bandant correctement. Il ne se plaignit pas, se contentant de serrer les dents et de la laisser faire son travail. Quand elle eut terminé, il était pâle comme un linge, mais le saignement avait complètement cessé. « Vous allez vous en sortir », dit Marina, se lavant les mains dans l'évier de la cuisine.
La blessure est profonde, mais propre. Tant que vous ne faites pas de mouvements brusques pendant les prochains jours et que vous prenez les antibiotiques que je vais vous procurer, elle devrait cicatriser sans problème majeur. Vous avez eu de la chance. Quelques centimètres de plus sur le côté, et nous aurions une conversation très différente maintenant. La chance n'est pas le mot que j'utiliserai pour décrire le fait d'être poignardé par son propre oncle, répondit Philippe avec un humour amer. Il accepta le verre d'eau et les analgésiques que Marina lui offrit. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Et oui, j'ai eu beaucoup de chance que vous sortiez de l'hôpital à ce moment précis. Marina s'assit dans le fauteuil en face du canapé, se permettant enfin de se détendre un peu. L'adrénaline qui l'avait maintenue en éveil jusqu'à présent commençait à diminuer, et elle sentait la fatigue de la garde de 12 heures plus toute cette folie pesait sur ses os. « Maintenant, vous devez tout me raconter, » dit Marina, croisant les jambes et regardant Philippe sérieusement, « sur votre famille, sur le domaine, sur qui sont les gens que je vais devoir tromper. Si nous voulons que cela fonctionne, je ne peux pas commettre d'erreurs stupides par manque d'informations. » Philippe hocha la tête et commença à parler, sa voix fatiguée mais claire. « Le domaine de la Grande Cascade existe depuis 150 ans, commença-t-il. Il a été fondé par mon arrière-arrière-grand-père pendant l'âge d'or du cacao en Provence. 2000 hectares de plantation, nous employons 200 personnes et produisons du cacao biologique de haute qualité que nous exportons dans toute l'Europe. » Marina écoutait attentivement, mémorisant chaque détail. Elle avait besoin de connaître ce monde dans lequel elle était sur le point d'entrer, même temporairement. « Mon père est mort il y a 10 ans d'une crise cardiaque, » continua Philippe. « J'avais 25 ans et j'ai tout hérité, le titre, les terres, les affaires. Ce fut difficile au début, mais j'ai appris vite. Je me suis marié à 28 ans avec Béatrice, fille d'un autre planteur de cacao. Ce fut un mariage arrangé au début, mais nous sommes tombés vraiment amoureux. Elle est morte 3 ans plus tard dans un accident de calèche pendant une tempête. La douleur dans sa voix était réelle et ancienne, et Marina ressentit une pointe de sympathie. Elle connaissait la perte. Elle avait perdu son frère cadet à cause de la violence urbaine il y a 5 ans, et la blessure n'avait jamais complètement cicatrisé. Mon oncle Auguste est le frère cadet de mon père, poursuivit Philippe. Il a toujours été amer d'être né second, de ne jamais rien hériter de substantiel. Mon père a essayé de l'aider, lui a donné un poste administratif au domaine, une maison sur la propriété, mais ce n'était jamais suffisant. Auguste a toujours tout voulu, et maintenant il pense qu'il peut tout avoir si vous mourrez, compléta Marina. Quelle charmante famille vous avez, baron Moreau. Philippe eut un rire sec. Appelez-moi Philippe quand nous sommes seuls, dit-il. Et oui, ma famille a ses problèmes. Auguste a 2 enfants, Romain 32 ans qui gère la partie financière du domaine, et Julie 28 ans qui est mariée à un homme d'affaires de Nice et apparaît rarement. Romain est fondamentalement une copie de son père, cupide et sans scrupules. Julie est différente, plus humaine, mais les loyautés familiales la maintiennent de leur côté. Marina nota mentalement les noms et les âges. Romain serait quelqu'un dont il faudrait se méfier. Julie pourrait peut-être être une alliée, selon les circonstances. Il y a aussi Madame Eulalie, la gouvernante de la maison principale, continua Philippe. Elle travaille pour ma famille depuis 40 ans, a connu mon père quand il était enfant et est complètement loyale aux Moreau. Pas à la ligne de succession spécifiquement, mais à la famille dans son ensemble. « Et les autres ?» demanda Marina, commençant à sentir le poids du nombre de personnes qu'elle devrait tromper. « Les travailleurs du domaine sont de bonnes personnes pour la plupart, » dit Philippe pensivement. « Beaucoup ont des familles qui y travaillent depuis des générations. Ils me respectent parce que je traite tout le monde avec justice et paie des salaires décents. Auguste les traite comme des pièces remplaçables, donc vous aurez leur sympathie naturellement, juste en étant à mes côtés. » Marina hocha la tête, se sentant légèrement mieux de savoir qu'elle ne serait pas hostile à tout le monde au domaine. Mais il y avait encore une question cruciale qu'elle devait poser. « Quelle est notre histoire ?» demanda Marina.
Les gens vont poser des questions, ils voudront connaître l'histoire de notre romance, nous devons avoir une version cohérente. » Philippe réfléchit un instant, et Marina vit son esprit vif travailler même à travers la douleur et la fatigue. « Nous dirons que nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois, quand je suis allé à l'hôpital de la Miséricorde pour une consultation de routine, suggéra-t-il. Vous étiez l'infirmière qui m'a soigné. Nous avons parlé, il y a eu une connexion immédiate, et nous avons commencé à nous voir discrètement. Cela explique pourquoi personne ne savait pour moi, dit Marina, suivant le raisonnement. Vous avez gardé la relation secrète parce que vous étiez encore en deuil de Béatrice et ne vouliez pas que la société juge. Exactement, acquiesça Philippe. Et nous avons décidé de nous marier maintenant parce que j'ai réalisé que la vie est trop courte pour attendre l'approbation des autres, surtout après avoir failli mourir dans un accident. Un accident ? Répéta Marina. Nous allons dire que vous avez eu un accident. Quel genre d'accident justifie cette blessure? Une chute dans les escaliers de la bibliothèque du domaine, dit Philippe immédiatement. J'ai glissé sur les marches de marbre. Je suis tombé et j'ai heurté une table d'angle en métal. Cela explique la blessure au couteau, sans soulever de soupçon que quelqu'un m'a attaqué. Marina hocha la tête lentement. C'était une histoire plausible, à condition que personne n'examine la blessure d'assez près pour se rendre compte que l'angle était incorrect pour une chute. Mais si Philippe gardait la blessure couverte et qu'elle administrait les soins, il pourrait faire en sorte que cela fonctionne. « Quand partons-nous » demanda Marina, regardant par la fenêtre et voyant que le ciel commençait à s'éclaircir avec les premières lueurs de l'aube. « Je dois prévenir l'hôpital que je ne travaillerai pas, prendre quelques vêtements chez moi. »« Demain après-midi, » répondit Philippe. « Aujourd'hui, vous vous reposez, prenez vos affaires, vous vous préparez. J'ai aussi besoin d'au moins 1 jour pour reprendre des forces avant d'affronter ma famille, et nous devons nous marier officiellement avant de partir. » Marina le regarda stupéfaite. « Se marier officiellement ?» « Je pensais que c'était juste une farce, un mensonge que nous raconterions. Cela doit être légal, » dit Philippe sérieusement. « Si Auguste soupçonne que c'est une farce, il contestera. Nous avons besoin d'un véritable certificat de mariage enregistré à la mairie. J'ai un avocat de confiance à Marseille qui peut accélérer tout le processus discrètement. » Marina sentit la réalité de tout cela la frapper encore plus fort. Elle allait vraiment se marier légalement avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques heures. C'était de la folie. C'était probablement illégal, mais c'était aussi sa seule chance d'échapper à la vie qui l'étouffait. « D'accord, » dit Marina finalement. « Faisons-le correctement alors. Mais après les 3 semaines, nous annulons le mariage. Sans complications, sans drame, sans problème. »« D'accord, » acquiesça Philippe, tendant la main à nouveau. Et Marina la serra, scellant une fois de plus ce pacte impossible. « Vous pouvez dormir dans la chambre, » dit Philippe, désignant le couloir. « Je reste ici sur le canapé. » Marina ne discuta pas. Elle était trop épuisée. Elle se dirigea vers la chambre, qui était simple mais confortable, avec un lit double couvert de drap blanc impeccable. Elle enleva ses chaussures, s'allongea entièrement vêtue, et malgré toute l'adrénaline et la peur qui couraient encore dans ses veines, s'endormit en quelques minutes. Quand elle se réveilla, le soleil était haut dans le ciel, et Marina mit quelques secondes à se souvenir où elle était. L'appartement de Philippe, l'accord insensé, le mariage qui aurait lieu aujourd'hui. Elle s'assit sur le lit, regarda ses mains, qui avaient encore des traces de sang sous les ongles, même après les avoir lavées, et se demanda si elle était devenue complètement folle. Mais alors elle pensa à l'argent dans sa poche. Elle pensa à sa mère qui travaillait à nettoyer des maisons jusqu'à ce que ses os lui fassent mal. Elle pensa à son père qui vendait des chouchous sur la plage sous le soleil brûlant malgré son âge avancé. Elle pensa à toutes les fois où elle avait dû choisir entre manger ou payer une facture et sut qu'elle n'était pas devenue folle. Elle faisait juste ce qu'il fallait faire pour survivre et peut-être, juste peut-être, avoir une vie meilleure.
Marina sortit de la chambre et trouva Philippe réveillé sur le canapé, pâle, mais visiblement plus fort que la nuit précédente. Il était au téléphone, parlant à voix basse, sur un ton urgent, et raccrocha quand il la vit. « Bonjour », dit-il, essayant de sourire, mais grimaçant de douleur avec le mouvement. « Mon avocat nous rencontrera à la mairie à 15 heures. »« Ma famille ne peut pas savoir la vérité », dit Marina immédiatement. « Je dirais que j'ai rencontré quelqu'un, que nous nous marions rapidement et que je vais passer quelques semaines dans son domaine. Ma mère trouvera cela étrange, mais ne posera pas trop de questions si j'ai l'air heureuse. » Philippe la sentit compréhensive. Moins de gens connaissent la vérité, mieux c'est. « Et Marina, j'ai pris ceci pour vous, » dit-il, désignant plusieurs sacs de magasin chers sur le sol à côté du canapé. Des vêtements appropriés pour une baronne. « Nous ne pouvons pas vous faire arriver au domaine en tenue d'infirmière. » Marina ouvrit les sacs, stupéfaite. Il y avait des robes en lin fin, des chemisiers en soie, des jupes élégantes, même des chaussures en cuir souple, tout à sa taille, comme si Philippe avait parfaitement deviné ses mesures. « Comment avez-vous fait ?» demanda Marina, en touchant le tissu doux d'une robe bleu clair. « J'ai une assistante personnelle à Marseille qui s'occupe de ces choses, » expliqua Philippe. « Je l'ai appelée tôt ce matin. Je lui ai donné vos mesures approximatives et elle a tout arrangé. Elle est extrêmement discrète et absolument loyale. Elle ne posera pas de questions et ne le dira à personne. » Marina prit l'un des chemisiers, sentant le poids de la soie entre ses doigts. C'était plus cher que tout ce qu'il y avait dans sa garde-robe réunie. C'était le genre de vêtements qu'elle voyait sur les mannequins des boutiques chics, mais qu'elle n'imaginait jamais porter, et maintenant, elle aurait une garde-robe entière de cela. « Je vais me changer et rentrer chez moi, alors, » dit Marina, prenant un ensemble simple mais élégant dans les sacs. « Je reviens ici à midi pour aller à la mairie. »« Parfait, » acquiesça Philippe. « Et Marina, prenez ceci, » dit-il, lui tendant une carte de crédit noire. « Si vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit, utilisez-la sans limite. Vous devez ressembler à une baronne à partir de maintenant. Alors, ne lésinez pas. » Marina prit la carte de main tremblante. Elle n'avait jamais tenu un morceau de plastique qui représentait autant de pouvoir financier. C'était à la fois excitant et terrifiant. Elle se changea rapidement dans la salle de bain, enfilant le chemisier en soie beige et la jupe en lin marron qui tombait parfaitement sur son corps. Quand elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la fixait. Elle était différente. Ce n'était plus l'infirmière fatiguée avec des cernes profonds. C'était quelqu'un qui pourrait réellement être confondu avec une femme de la haute société si personne ne regardait de trop près. Marina attacha ses cheveux crépus en un chignon élégant, mit un rouge à lèvres discret qu'elle trouva dans son sac et sortit de la salle de bain. Philippe la regarda de haut en bas quand elle entra dans le salon et quelque chose brilla dans ses yeux que Marina ne put identifier. « Vous êtes parfaite, » dit-il simplement. « Personne ne doutera que vous êtes ma femme quand ils vous verront ainsi. » Marina sentit la chaleur monter à ses joues avec le compliment, mais elle la repoussa. C'était une affaire, pas une romance. Elle ne pouvait pas l'oublier. « Je reviens vite, » dit-elle en prenant son vieux sac qui semblait complètement inapproprié maintenant avec cette nouvelle tenue. « Marina !» appela Philippe alors qu'elle était presque à la porte. Elle se retourna et il continua. « Merci encore pour tout. Je sais que je ne suis pas la personne la plus facile à qui faire confiance, surtout étant donné les circonstances, mais je promets que je ferai en sorte que cela en vaille la peine pour vous. » Marina hocha simplement la tête et sortit, prenant un bus qui la ramènerait à son quartier. Tandis que le véhicule bondé cahotait dans les rues de Marseille, elle regardait par la fenêtre et pensait à la façon dont sa vie avait radicalement changé en moins de 12 heures. Hier matin, elle était Marina Dubois, infirmière sans perspective. Aujourd'hui, elle était en passe de devenir légalement la baronne Marina Moreau. Quand elle arriva chez sa mère, une simple construction de 2 pièces dans le quartier de la Belle de Mai, Marina trouva Madame Cécile préparant le déjeuner dans la minuscule cuisine. La femme de 58 ans,
au visage marqué par des années de travail acharné, regarda sa fille et fronça immédiatement les sourcils. « C'est quoi cette tenue, ma fille ?» demanda madame Cécile, s'essuyant les mains sur son tablier. Marina avait préparé l'histoire pendant le trajet en bus. « Maman, je dois te dire quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un, un homme bien, avec une situation financière stable. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Cécile lâcha la cuillère qu'elle tenait, se tourna complètement vers sa fille, et ses yeux s'écarquillèrent. « Tu te maries aujourd'hui ?» Marina Dubois, c'est quoi cette histoire? Tu ne m'as même pas dit que tu sortais avec quelqu'un. Non, c'est très récent, maman, mentit Marina, se détestant un peu d'avoir trompé sa propre mère. Mais c'est réel. C'est un homme bon, il me traite bien et veut prendre soin de moi. Ce n'est pas ce que tu as toujours voulu pour moi? Madame Cécile s'approcha, prit le visage de sa fille entre ses mains calleuses et l'étudia avec des yeux qui avaient trop vu de la vie pour être facilement trompés. « Tu fuis quelque chose, Marina? Tu es en danger ?» Marina faillit craquer à ce moment-là, faillit tout raconter. Le baron blessé, l'oncle assassin, l'argent, la farce, mais elle savait que si elle le racontait, sa mère essaierait de l'en empêcher. Et Marina ne pouvait pas le permettre. C'était sa chance, peut-être la seule qu'elle aurait. « Je ne fuis rien, maman, » dit Marina fermement. « Je cours vers une vie meilleure. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Quand tout cela sera terminé, je pourrai t'aider, toi et papa. Vous pourrez arrêter de travailler autant. Je prendrai soin de vous. » Les yeux de madame Cécile se remplirent de larmes, et elle serra sa fille fort. « Tu as toujours été la plus déterminée de mes enfants, Marina. Depuis toute petite, tu as toujours su ce que tu voulais, et tu allais le chercher. J'espère juste que cet homme est digne de toi. »« Il l'est, » mentit Marina une fois de plus, lui rendant son étreinte. « Et je vais passer quelques semaines dans son domaine à la campagne, mais j'appellerai dès que je pourrai, je le promets. » Après un déjeuner émouvant, où Marina dut inventer des détails sur la romance fictive avec Philippe, elle alla dans sa petite chambre louée et prit ses quelques possessions vraiment importantes. Des photos de famille, quelques livres chers, des documents personnels. Elle rangea tout dans une vieille valise, regarda une dernière fois cet espace minuscule qui avait été son foyer pendant 3 ans et sortit sans regarder en arrière. À 14h30, Marina était de retour à l'appartement de Philippe. Il s'était habillé d'un costume sombre, malgré la chaleur, et faisait clairement des efforts pour ne pas montrer de douleur. « Prête ?» demanda-t-il, et Marina hocha la tête. La mairie se trouvait dans une rue tranquille du centre historique de Marseille, et l'avocat de Philippe, un homme grisonnant de 60 ans nommé Maître Dubois, les attendait déjà. Il regarda Marina avec une curiosité mal dissimulée, mais fut suffisamment professionnel pour ne pas poser de questions. « J'ai déjà préparé toute la documentation nécessaire, » dit Maître Dubois, les guidant à l'intérieur. « Avec la dispense de publication des bannes que j'ai obtenues, nous pouvons procéder à la cérémonie civile dès maintenant. » La cérémonie fut rapide et complètement dépourvue de romance. Marina et Philippe se tinrent devant un homme ennuyé qui récita le texte légal sur les devoirs matrimoniaux, demanda si tous deux acceptaient et les déclara mari et femme quand tous deux dirent oui. Il n'y eut pas de baisers, pas d'applaudissements, juste des signatures dans un registre officiel et la remise d'un certificat de mariage. Quand ils sortirent de la mairie, Marina regarda le papier dans ses mains. Marina Dubois-Moreau, c'était son nom maintenant, du moins légalement. Baronne Marina Moreau. Cela ressemblait au nom de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui vivait dans un monde complètement différent du sien. « Comment vous sentez-vous » demanda Philippe, quand ils montèrent dans la voiture que l'avocat avait arrangée pour les ramener. « Comme quelqu'un qui vient de commettre une fraude légale, » répondit Marina honnêtement, « mais aussi comme quelqu'un qui fait le plus grand saut de foi de sa vie. Donc difficile à dire. » Philippe sourit légèrement. « Je me sens comme ça depuis des années, » dit-il, « comme si j'étais constamment en équilibre sur une corde raide, essayant de ne pas tomber. Vous avoir à mes côtés, même si ce n'est qu'une farce temporaire,
rend cela moins solitaire d'une certaine manière. Marina le regarda du coin de l'œil, voyant la vulnérabilité réelle derrière ses yeux bruns. Il n'était pas seulement un baron riche et puissant, c'était un homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, qui était persécuté par son propre oncle, qui était si désespéré qu'il avait dû engager une inconnue pour le sauver. Il était humain, imparfait et effrayamment réel. « Nous allons faire en sorte que cela fonctionne », dit Marina, plus pour elle-même que pour lui. 3 semaines, nous pouvons survivre à 3 semaines de simulation. « 3 semaines », acquiesça Philippe. « Et après, vous serez la femme la plus riche que je connaisse, et je serai en vie pour voir le mois prochain. » Cela semble être un accord juste. Ils passèrent le reste de cette journée dans l'appartement, Philippe se reposant et Marina étudiant les photos et les informations sur le domaine de la grande cascade qu'il lui montrait. Elle mémorisa les visages, les noms, les relations familiales, étudia l'agencement de la maison principale, apprit la production de cacao, décora les détails de la vie de Béatrice pour pouvoir répondre si quelqu'un posait des questions sur la défunte épouse. Le soir, Philippe commanda de la nourriture d'un restaurant cher et ils dînèrent dans un silence relatif, chacun perdu dans ses propres pensées sur ce qui allait arriver. Marina remarqua que Philippe mangeait peu, probablement encore souffrant de sa blessure, mais quand elle le mentionna, il insista qu'il allait bien. « Demain matin, nous irons au domaine, » dit Philippe après le dîner. « C'est un voyage de 3 heures en voiture. »« Auguste sera là ?» demanda Marina. « Probablement, » répondit Philippe sombrement. « Auguste habite dans l'une des maisons secondaires de la propriété. Il voudra me voir immédiatement, surtout après ce qui s'est passé. Ce sera la première et la plus importante performance, Marina. Nous devons le convaincre complètement. » Marina sentit le trac lui serrer l'estomac, mais elle le sentit. « Je suis prête. Ou du moins, je ferai semblant de l'être jusqu'à ce que je le sois vraiment. » Cette nuit-là, Marina dormit mal, se réveillant plusieurs fois avec des cauchemars confus sur des domaines en feu et des hommes avec des couteaux. Chaque fois qu'elle se réveillait, il lui fallait quelques secondes pour se souvenir où elle était et ce qu'elle avait accepté de faire. Le matin, elle trouva Philippe déjà réveillé et habillé, l'air déterminé, malgré la pâleur encore visible sur son visage. « Prête ?» demanda-t-il, et Marina hocha la tête, enfilant l'une des nouvelles robes, un modèle en lin vert olive, à la fois élégant et confortable pour le long voyage. Ils descendirent au garage où la voiture de Philippe était garée, et Marina fut surprise quand il lui tendit les clés. « Je ne suis pas encore en état de faire de longs trajets, » dit-il, et Marina accepta sans discuter. Le voyage de Marseille à l'arrière-pays provençal fut long et silencieux. Philippe dormit une bonne partie du chemin, clairement épuisé, tandis que Marina conduisait sur des routes de plus en plus rurales, traversant de petites villes et des plantations interminables de cacao qui s'étendaient à perte de vue. Quand ils arrivèrent enfin aux portes du domaine de la Grande Cascade, Marina sentit l'air lui manquer dans les poumons. La propriété était plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Les portes en fer étaient gigantesques, avec le blason de la famille Moreau sculpté au sommet. Au-delà, un chemin de pavés menait à une immense maison coloniale, blanche avec des détails bleus, entourée de jardins parfaitement entretenus. « Bienvenue dans votre nouvelle maison temporaire », dit Philippe en se réveillant quand Marina arrêta la voiture aux portes. « Appuyez simplement sur la télécommande qui se trouve dans la boîte à gants. » Marina fit comme indiqué et les énormes portes s'ouvrirent lentement, révélant la propriété dans toute sa gloire coloniale. Elle roula lentement sur le chemin, observant les travailleurs dans les champs qui s'arrêtaient pour regarder la voiture passer, probablement curieux de savoir qui visitait. La maison principale était encore plus impressionnante de près. 3 étages d'architecture coloniale préservée, avec de larges balcons, de hautes fenêtres avec des volets bleus et un escalier en marbre menant à l'entrée principale. Au pied de l'escalier, une femme d'environ 60 ans attendait, avec une posture droite et une expression sérieuse. « Madame Eulalie », murmura Philippe, « la gouvernante, soyez polie mais ferme, elle va vous tester. »
Marina sortit de la voiture, lissa nerveusement sa robe et se força à redresser les épaules. Elle était la baronne Moreau maintenant, du moins pour 3 semaines. Elle devait agir comme telle. Philippe sortit de l'autre côté, se déplaçant avec précaution pour ne pas tirer sur ses points de suture, et ensemble, ils montèrent l'escalier. « Bienvenue de retour, baron Philippe », dit madame Eulalie avec une révérence polie. « Nous avons reçu votre appel hier. »« J'imagine que oui, » répondit Philippe calmement. « Madame Eulalie, voici Marina, ma femme. » Marina tendit la main et madame Eulalie la serra brièvement, ses yeux sombres étudiant chaque détail du visage et des vêtements de Marina, avec une intensité qui la faisait se sentir comme si elle était radiographiée. « Enchantée de vous connaître, » dit la gouvernante. « Enfin, la chambre du baron a été préparée pour vous accueillir. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit Philippe rapidement, passant son bras autour de la taille de Marina dans un geste possessif. Marina se força à ne pas réagir au toucher. Elle sourit simplement comme elle imaginait qu'une épouse amoureuse souriait. Madame Eulalie remarqua l'interaction et quelque chose dans son expression s'adoucit légèrement. « Votre oncle Auguste a demandé à être prévenu dès votre arrivée, » dit madame Eulalie. « Oui, » répondit Philippe, « nous allons d'abord nous installer. Mais dites-lui que je serai disponible pour le recevoir dans 1 heure. » Madame Eulalie hocha la tête et se retira, laissant Marina et Philippe seuls dans le grand hall d'entrée. Marina regarda autour d'elle, impressionnée par les hauts plafonds, le sol en marbre, les tableaux chers aux murs. C'était comme entrer dans un musée, pas dans une maison où des gens vivaient réellement. « Allons dans la chambre, » dit Philippe doucement. « Nous devons parler avant qu'Auguste n'arrive. » La chambre principale se trouvait au 2e étage, accessible par un large escalier en bois sombre. Quand Philippe ouvrit les doubles portes, Marina retint son souffle. La pièce était énorme, avec un lit à baldaquin au centre, des fenêtres du sol au plafond, avec vue sur les champs de cacao, des meubles anciens mais bien conservés, et une porte qui menait à une salle de bain privée, qui était plus grande que tout l'appartement de Marina à Marseille. « C'est beaucoup, » dit Marina, marchant lentement dans la chambre. « Tout cela est trop. » Philippe s'assit sur le lit avec précaution, grimaçant de douleur. « On s'y habitue, » dit-il, « ou du moins, on apprend à l'ignorer. » Marina ouvrit les fenêtres, laissant entrer l'air chaud de l'après-midi, chargé de l'odeur douce du cacao mûr. En bas, il pouvait y avoir des travailleurs dans les champs, petits comme des fourmis au loin. Toute cette terre, toutes ces personnes dépendant du domaine pour survivre. Et au centre de tout, un baron qui était traqué par son propre oncle. « Quand Auguste arrivera, » dit Philippe, interrompant ses pensées, « il essaiera de nous séparer, il voudra me parler seul à seul, il tentera de t'intimider pour que tu quittes la pièce. Ne sors pas !» Marine se tourna pour lui faire face. « Et la blessure, comment expliquons-nous que tu n'es pas allé à l'hôpital ? Allons-nous dire qu'en tant qu'infirmière, tu as tout soigné ici même ?» répondit Philippe. « Qu'elle n'était pas assez grave pour nécessiter une hospitalisation. Juste des points que tu as faits à la perfection. Auguste trouvera cela étrange, mais il ne pourra rien prouver. » Un coup à la porte les interrompit. Madame Leclerc entra, sans attendre de réponse, portant un plateau avec du café et des biscuits. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être vous rafraîchir avant la rencontre, » dit-elle, posant le plateau sur une petite table. « Et baron Philippe, votre oncle est déjà en route. Il a dit qu'il ne pouvait pas attendre 1 heure. » « Bien sûr qu'il ne pouvait pas, » murmura Philippe. « C'est bon, madame Leclerc. » La gouvernante sortit et Marine sentit son cœur s'accélérer. Le moment de vérité approchait. Elle allait rencontrer l'homme qui avait poignardé Philippe, qui était prêt à tuer son propre neveu par cupidité, et elle devrait le regarder dans les yeux et faire semblant de ne rien savoir. Philippe se leva du lit avec effort et vint vers Marine, prenant ses mains entre les siennes. « Regarde-moi, » dit-il doucement. Marine regarda et vit de la détermination dans ses yeux bruns. « Tu peux le faire ? Je sais que tu le peux. Souviens-toi juste que tu es protégé ici. Auguste ne fera rien devant des témoins, il est lâche comme ça.
Avant que Marine ne puisse répondre, ils entendirent des pas lourds dans le couloir. Philippe lâcha ses mains, mais resta à ses côtés, et ensemble, ils se tournèrent vers la porte lorsqu'elle s'ouvrit sans cérémonie. Auguste Dubois était un homme imposant d'une 50aine d'années, aux cheveux gris peignés en arrière, à la moustache bien taillée et aux yeux bleus glacials qui se fixèrent immédiatement sur Marine avec une méfiance non dissimulée. Il portait des vêtements d'équitation coûteux et des bottes en cuir impeccables, comme quelqu'un qui venait de rentrer d'inspecter le domaine. « Philippe !» dit Auguste, ignorant complètement Marine. « Quelle joie de savoir que tu t'es remis de ton accident. J'étais très inquiet quand Madame Leclerc m'a dit que tu étais tombé dans les escaliers. »« Je vais bien, mon oncle, » répondit Philippe d'une voix contrôlée. « Juste quelques points, rien de grave, et comme tu peux le voir, j'ai ramené ma femme à la maison avec moi. » Auguste regarda finalement directement Marine, et elle sentit le poids de ce regard comme une chose physique. Il l'évaluait, cherchant des faiblesses, essayant de déterminer si elle était réelle ou une imposture. Marine soutint son regard sans ciller, refusant d'être intimidée. « Votre femme ?» répéta Auguste lentement. « Oui, Madame Leclerc l'a mentionné. Assez surprenant, je dois dire. Je ne savais même pas que tu fréquentais quelqu'un, Philippe. Et tout à coup, tu apparais marié, sans prévenir la famille, sans aucune cérémonie appropriée. Très étrange. » « Ce n'est pas étrange quand on tombe amoureux, mon oncle, » dit Philippe, s'approchant de Marine et passant son bras autour de sa taille. « Marine et moi nous connaissons depuis des mois. J'ai gardé notre relation privée parce que j'étais encore en deuil de Béatrice et je ne voulais pas que la société juge nos sentiments. Et vous, ma chère ?» dit Auguste directement à Marine pour la première fois, ignorant complètement l'explication de Philippe. « Je suppose que vous devez être très heureuse de devenir baronne si soudainement. » L'implication était claire et offensante, mais Marine garda son calme. « Je suis heureuse parce que j'aime mon mari, monsieur Auguste, » dit-elle d'une voix ferme. « Le titre ne signifie rien pour moi. Ce qui importe, c'est que Philippe et moi nous sommes trouvés. Un moment où nous avions tous deux besoin de compagnie. » Auguste haussa un sourcil, clairement surpris par la fermeté de sa voix. « Intéressant, » murmura-t-il, « et on m'a dit que vous étiez infirmière. » Marine hocha la tête. « J'ai soigné Philippe lors d'une consultation de routine. Il y a 6 mois, nous avons discuté, découvert des intérêts communs, et les choses ont progressé naturellement à partir de là. Et qu'ont pensé vos parents de votre mariage si précipité avec quelqu'un d'une classe sociale si supérieure à la vôtre ?» continua Auguste, comme s'il menait un interrogatoire. « Auguste, » interrompit Philippe, la voix chargée d'avertissement, « vous êtes grossier avec ma femme. Je vous suggère de changer de ton ou cette conversation se termine maintenant. » Auguste leva les mains en signe de fausse reddition. « Pardon, pardon. Je ne fais que poser les questions que toute la famille se posera quand elle le saura. Et elle le saura. Philippe, vous ne pouvez pas cacher un mariage comme ça. Les gens vont parler. »« Qu'ils parlent, » dit Philippe avec indifférence. « Je ne me soucie pas des commérages. Et concernant ma chute dans les escaliers, avez-vous eu les détails ?» Marine remarqua le changement de sujet et vit la tension monter dans les épaules d'Auguste. « Oui, » dit-il prudemment. « Madame Leclerc m'a dit que vous étiez tombé hier soir dans la bibliothèque, très maladroit de votre part, mon neveu. Vous auriez pu vous blesser sérieusement. »« J'ai eu de la chance que Marine soit ici avec moi, » répondit Philippe, serrant légèrement la taille de Marine. « Elle a soigné la blessure immédiatement, a fait des points appropriés. Elle a dit qu'il n'était pas nécessaire d'aller à l'hôpital, que cela cicatriserait bien avec les soins appropriés. » Auguste regarda entre Philippe et Marine pouvait presque voir son esprit travailler, essayant de découvrir s'il mentait, s'il connaissait la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Mais il n'y avait aucun moyen pour lui d'être sûr, pas sans avouer que c'était lui qui avait poignardé Philippe. « Eh bien, » dit Auguste finalement, « quel soulagement que vous ayez une infirmière si dévouée comme épouse maintenant. Très pratique. Et quand exactement comptez-vous annoncer formellement ce mariage à la société ? » « Nous donnerons un dîner ici, au domaine samedi prochain. »
dit Philippe. Nous inviterons les familles importantes de la région. Nous ferons l'annonce appropriée. Nous ne manquerions cela pour rien au monde, dit Auguste, mais ses yeux restèrent froids. Et Julie? Pas encore, admit Philippe, mais je l'appellerai aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle sera heureuse pour moi. Auguste hocha lentement la tête, étudiant toujours Marine avec ses yeux glaciaux. Alors, soyez la bienvenue dans la famille Dubois, ma chère, dit-il, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. J'espère que vous êtes préparée à ce que signifie être une baronne. Ce ne sont pas seulement des fêtes et de belles robes. Il y a des responsabilités, des attentes, des jugements constants. Je suis préparée à tout ce qui viendra, répondit Marine, soutenant son regard. Tant que je suis aux côtés de mon mari, je peux faire face à n'importe quel défi. Nous verrons, dit Auguste, et il se tourna finalement pour partir. Jusqu'au dîner de samedi. Alors, je m'assurerai que toutes nos connaissances importantes reçoivent des invitations. Ce sera un événement mémorable. Lorsque la porte se referma derrière Auguste, Marine sentit ses jambes presque céder. Philippe la retint rapidement, la guidant jusqu'au lit où elle s'assit, tremblant légèrement. « Tu as été parfaite, » dit-il, s'asseyant à ses côtés. « Complètement parfaite. Il croit, Marine. J'ai vu dans ses yeux. Il est toujours méfiant, mais il croit suffisamment pour ne rien risquer maintenant. »« Cet homme est terrifiant, » murmura Marine, passant ses mains sur son visage. La façon dont il me regardait, comme s'il essayait de me disséquer, et la question sur mes parents. Il cherchait des failles, des incohérences. « Tu es resté calme, » répondit Philippe avec confiance. Marine le regarda, voyant l'admiration sincère dans ses yeux. « Et le dîner de samedi sera bien pire ?» demanda-t-elle. « Parce que tu es intelligente, » répondit Philippe honnêtement. « Samedi sera un véritable cirque. Toute l'élite du cacao sera là. Tous voudront rencontrer la mystérieuse épouse du baron de Châteaugrand. Tu devras danser, converser, agir comme si tu étais né pour ce rôle. » « Alors, tu ferais mieux de m'enseigner, » dit Marine, redressant ses épaules. « J'ai 5 jours pour apprendre à être une baronne convaincante. J'espère que tu es un bon professeur, baron Dubois. » Philippe sourit, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ce fut un sourire sincèrement joyeux. « Il se trouve que je suis un excellent professeur, » dit-il. « Et toi, Marine Dubois, tu sembles être une élève rapide. » Les 5 jours suivants furent les plus intenses de la vie de Marine. Philippe lui enseigna tout sur la société du cacao, qui étaient les familles importantes. Quelles alliances existaient? Quelles rivalités devaient être gérées avec soin? Madame Leclerc, qui regardait toujours Marine avec méfiance, mais avait apparemment décidé de lui accorder le bénéfice du doute, lui enseigna l'administration de la maison, comment donner des ordres aux employés sans paraître arrogante. Quelle tradition de la famille Dubois devait être respectée. Le soir, Marine s'entraînait à danser avec Philippe dans l'immense salon, il la guidant à travers les pas de valse et de tango, même encore blessée. Ses mains la tenaient avec une fermeté à la fois professionnelle et étrangement intime. « Tu t'améliores, » disait-il quand elle lui marchait sur les pieds pour la 10e fois. Encore quelques jours, et personne ne soupçonnera que tu n'as pas appris à danser dans un collège coûteux en Europe. Pendant la journée, lorsque Philippe se reposait pour permettre à la blessure de cicatriser, Marine explorait le domaine, rencontrant les travailleurs, apprenant sur la production de cacao. Elle visita les installations où les fèves étaient fermentées et séchées, conversa avec les familles qui vivaient dans les maisons des travailleurs et découvrit que la plupart d'entre eux respectaient réellement Philippe en tant que patron. « Il paie juste », dit une femme âgée nommée Madame Jeanne, qui travaillait à la cuisine depuis 40 ans. « Pas comme les autres propriétaires terriens qui exploitent leurs employés. Le baron Philippe prend soin de nous. » Ces conversations donnaient à Marine une vision différente de Philippe. Il n'était pas seulement un aristocrate riche essayant de se sauver. C'était quelqu'un qui se souciait réellement des personnes sous sa garde, qui utilisait son privilège pour faire une différence. Même si elle était petite, cela la faisait se sentir moins coupable de la mascarade d'une certaine manière. Si elle l'aidait à survivre pour qu'il puisse continuer à être un bon patron,
Alors peut-être y avait-il une certaine vertu dans tout cela. Le jeudi, 2 jours avant le grand dîner, Julie arriva de La Rochelle avec son mari Robert. C'était une belle femme de 28 ans, aux cheveux foncés ondulés et aux yeux qui rappelaient ceux de Philippe, plus chauds que les yeux bleus glacials de son père, Auguste. Marine était nerveuse à l'idée de la rencontrer, mais Julie la surprit. « Alors, vous êtes la femme qui a réussi l'impossible, » dit Julie, serrant Marine dans ses bras dès qu'elles se rencontrèrent. « Vous avez réussi à faire sourire mon cousin à nouveau. Je n'avais pas vu Philippe heureux depuis avant la mort de Béatrice. » Marine ne sut pas quoi répondre. Alors elle sourit simplement et dit « Il me rend heureuse aussi. » Julie l'étudia avec des yeux curieux mais doux, puis murmura assez bas pour que seule Marine l'entende. « Je ne sais pas quelle est la vraie histoire ici, et je ne poserai pas de questions, mais je sais que Philippe ne ferait pas une chose pareille sans une bonne raison. Alors, s'il vous fait confiance, je vous fais confiance aussi. Et si vous avez besoin d'une alliée dans cette famille de vipères, cherchez-moi. » L'honnêteté nue de ces mots prit Marine par surprise. « Merci, » murmura-t-elle en retour. « Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » Le dîner de cette nuit-là fut tendu. Auguste et Romain observant chaque interaction entre Philippe et Marine, cherchant des failles dans leur jeu. Mais Marine avait bien appris ses leçons et réussi à naviguer à travers les conversations sur la politique du cacao et les potins de la société sans commettre d'erreurs graves. Romain, un homme de 32 ans avec le même regard calculateur que son père, posa plusieurs questions pointues sur le passé de Marine, mais elle répondit à toutes avec l'histoire qu'elle et Philippe avaient répétée. Après le dîner, lorsque tous se retirèrent dans leur chambre, Philippe et Marine se retrouvèrent enfin seuls dans la chambre principale. Marine s'assit à la coiffeuse, retirant les boucles d'oreilles en perles empruntées que Madame Leclerc avait insisté pour qu'elle porte, et regarda son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait en retour semblait complètement différente de l'infirmière qu'elle avait été une semaine auparavant. « À quoi penses-tu » demanda Philippe, sortant de la salle de bain où il avait troqué son costume formel contre des vêtements plus confortables pour dormir. « À quel point ma vie a changé en si peu de temps ?» répondit Marine honnêtement. « Il y a 1 semaine, je m'inquiétais de comment payer le loyer. Maintenant, je porte de vraies perles et je dîne avec l'élite du cacao. C'est surréaliste. » Philippe s'approcha, se tenant derrière elle, et leurs yeux se rencontrèrent dans le reflet du miroir. « Tu t'es adapté mieux que je ne l'espérais, » dit-il. « Ce n'est pas facile d'entrer dans un monde complètement différent et d'agir comme si tu en faisais partie, mais tu le fais paraître naturel. »« Est-ce impressionnant ?» demanda Marine, se tournant sur le tabouret pour le regarder directement. « C'est impressionnant, » répondit Philippe, « mais je ne veux pas que tu oublies que tout cela est temporaire. » Marine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine à ces mots. Elle avait ressenti la même chose ces derniers jours. Il y avait des moments, surtout quand il dansait ou riait de quelque chose pendant le dîner, où elle oubliait complètement que c'était une mascarade. Quand le toucher de Philippe sur sa taille ou son sourire dirigé vers elle faisait battre son cœur d'une manière qui n'avait rien à voir avec le jeu. « Juste encore 2 semaines et demie, » dit Marine, plus à elle-même qu'à lui, « et puis tout redeviendra normal. »« Normal » répéta Philippe, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. « Oui, normal. Tu retournes à Marseille, à l'hôpital. Je reste ici seul, à nouveau dans ce domaine trop grand. Tout redevient comme avant. » Marine ne put identifier le ton de sa voix. Regret, tristesse, ou imaginait-elle des choses qui n'existaient pas? Il était dangereux de commencer à lire des significations dans chaque mot, chaque regard. C'était un accord commercial, rien de plus. « Il est préférable que nous dormions, » dit Marine en se levant. Philippe hocha la tête, mais lorsque Marine passa devant lui en direction du côté gauche de l'énorme lit qu'ils avaient partagé platoniquement, il lui prit la main doucement. « Marine, » dit-il, « merci pour tout ce que tu fais. Je sais que je le dis souvent, mais je veux que tu saches que c'est sincère. Tu as sauvé ma vie de plus de façons qu'en soignant simplement ma blessure. » Marine serra brièvement sa main avant de la relâcher. « Paye-moi juste ce que tu as promis quand tout sera fini, »
dit-elle, essayant de garder un ton léger, « et nous serons quittes. » Mais en se couchant dans ce lit gigantesque, écoutant la respiration de Philippe de l'autre côté du matelas, Marine savait que ce ne serait pas si simple. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu lorsqu'elle avait accepté cet accord fou. Le samedi se leva clair et chaud, parfait pour le grand dîner qui annoncerait officiellement le mariage de Philippe et Marine à la Société du Cacao. La maison était en effervescence de préparatifs dès les premières heures du matin avec Madame Leclerc, coordonnant des dizaines d'employés qui nettoyaient, cuisinaient, arrangeaient les fleurs et préparaient la salle à manger pour recevoir 50 invités. Marine passa la matinée à être préparée par une coiffeuse et une maquilleuse que Philippe avait engagées spécialement pour l'occasion. Elles transformèrent ses cheveux crépus en une œuvre d'art de boucles définies, attachées en une coiffure élégante. Elles appliquèrent un maquillage qui rehaussait ses yeux sombres et sa peau mate, et l'aidèrent à enfiler ce que Philippe avait appelé un cadeau de mariage approprié. La robe était un chef-d'œuvre de soie, bleu marine, qui tombait parfaitement sur son corps, avec un décolleté élégant mais pas exagéré, et une jupe qui flottait quand elle bougeait. Lorsque Marine se regarda dans le miroir en pied, elle ne se reconnut presque pas. Elle ressemblait à une vraie baronne, née et élevée pour ce rôle. « Tu es éblouissante », dit Philippe quand il la vit, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit rougir Marine. Il était également impeccable dans un costume noir, avec une cravate bleue, assortie à sa robe, clairement une coordination intentionnelle que les invités remarqueraient et commenteraient. Les invités commencèrent à arriver à 19 heures dans des voitures coûteuses qui formaient une file à l'entrée du domaine. Marine se tenait aux côtés de Philippe dans le grand hall, recevant chaque personne avec des sourires et des salutations polies, tandis que son cœur battait à tout rompre. C'étaient les personnes les plus riches et les plus puissantes du sud de l'Occitanie, propriétaires de domaines qui s'étendaient sur des kilomètres, héritiers de fortunes bâties au fil des générations, et toutes regardaient Marine avec une curiosité mal dissimulée. « Baron Philippe, quelle merveilleuse surprise !» dit une femme âgée, couverte de bijoux. « Je ne savais pas que vous courtisiez quelqu'un, et si jeune et si jolie. Vous êtes une chanceuse, ma chère. » « C'est moi qui ai de la chance, » répondit Philippe, tirant Marine plus près. « Marine a conquis mon cœur alors que je pensais ne plus jamais aimer. » Les conversations suivirent ce schéma tout au long de la réception. Questions voilées sur les origines de Marine, commentaires sur la rapidité avec laquelle la romance avait progressé, regards évaluateurs qui pesaient si elle était digne d'être là. Marine répondit à tout avec la grâce qu'elle avait pratiquée, racontant l'histoire répétée de leur rencontre, riant des blagues appropriées, acceptant les félicitations avec modestie. Auguste et Romain circulaient dans la fête comme des requins, observant tout, attendant clairement que Marine commette une erreur fatale qui révélerait la mascarade, mais elle n'en commit pas. Elle dansa avec Philippe quand la musique commença, le laissant la guider sur la piste, comme il l'avait de pratiquer. Elle conversa sur le cacao avec des propriétaires terriens, utilisant les faits que Philippe lui avait enseignés. La seule personne qui semblait sincèrement heureuse pour Philippe était Julie, qui resta aux côtés de Marine pendant une bonne partie de la soirée, la présentant aux autres femmes et détournant les questions les plus invasives avec une habileté diplomatique. « Vous vous en sortez mieux que moi à mon propre mariage, » murmura Julie à un moment donné. « La moitié de ces gens me détestaient parce qu'ils pensaient que Robert n'était pas assez riche pour moi. »« Et maintenant ?» demanda Marine curieuse. Julie sourit. « Toujours, mais pour des raisons différentes. Maintenant, c'est parce que je refuse de participer à leur jeu de pouvoir. Mais j'ai appris à ne pas m'en soucier. Vous apprendrez aussi si vous restez assez longtemps. » Si vous restez assez longtemps, les mots résonnèrent dans l'esprit de Marine. Julie ne savait pas encore que tout cela était temporaire, qu'en moins de 2 semaines, Marine disparaîtrait de cette vie comme si elle n'avait jamais existé. Le dîner fut servi dans l'immense salle à manger, Marine assise aux côtés de Philippe, à la tête de la table ornée. Le menu était élaboré.
Entrée de homard, plat principal de côte de bœuf avec sauce au cacao, dessert au chocolat noir produit sur le domaine même. Les vins étaient importés et coûteux, les couverts étaient en argent véritable, et la conversation coulait sur des sujets allant de la politique locale au potin de la haute société. Marine mangea peu, trop nerveuse pour avoir un réel appétit, mais fit semblant d'apprécier chaque plat. À ses côtés, Philippe mangeait aussi lentement, et elle remarqua qu'il touchait discrètement la zone de sa blessure de temps en temps, ressentant clairement encore de l'inconfort, même des semaines après l'attaque. Après le dîner, lorsque les invités se déplacèrent vers le salon pour le café et les liqueurs, Auguste s'approcha finalement de Marine seule. Philippe avait été entraîné dans une conversation sur les exportations avec un groupe de propriétaires terriens, et Marine se retrouva momentanément sans son encre. « Alors, baronne Marine », dit Auguste, le titre sonnant comme une insulte dans sa bouche. « Vous adaptez-vous bien à la vie de domaine ?»« Oui, » répondit Marine calmement. « C'est différent de ce à quoi je suis habitué. Mais Philippe a été un guide patient. J'en suis sûr, » dit Auguste, ses yeux glacials l'étudiant. « Et dites-moi, vos parents doivent être très fiers, leur fille devenant baronne, passant de la pauvreté à la richesse du jour au lendemain. Cela doit ressembler à un miracle. » « Mes parents sont heureux parce que je suis heureuse, » dit Marine, refusant de mordre à l'hameçon. « Le titre ne compte pas pour eux, seul mon bien-être. » Auguste esquissa un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr. Et combien de temps exactement comptez-vous rester mariée à mon neveu, baronne ?» Marine sentit son sang se glacer, mais garda une expression neutre. « Pour toujours, monsieur Auguste. C'est ainsi que fonctionne le mariage quand on aime la personne. »« Intéressant, » murmura Auguste. « Parce que, voyez-vous, j'ai certains contacts à Marseille, des gens qui connaissent des gens, et personne, absolument personne, ne semble avoir vu mon neveu courtiser une infirmière ces 6 derniers mois. Aucun dîner au restaurant, aucune promenade publique, rien. C'est comme si cette romance avait été complètement invisible jusqu'à ce que, soudainement, vous apparaissiez mariés. » Marine se força à sourire. « Comme Philippe l'a expliqué, nous avons tout gardé discret par respect pour la mémoire de Béatrice. Nous ne voulions pas que les commérages commencent avant que nous soyons prêts à rendre cela public. »« Ou, » dit Auguste, s'approchant légèrement. « Vous mentez. Ce mariage est une farce. Et quand je le prouverai, Marine, vous découvrirez que tromper la famille Dubois a des conséquences très sérieuses. » Avant que Marine ne puisse répondre, Philippe apparut à ses côtés, sa main se posant possessivement sur sa taille. « Y a-t-il un problème, mon oncle ?» demanda Philippe, sa voix basse mais chargée d'avertissement. « Aucun, » répondit Auguste reculant. Juste en train de mieux connaître ma nouvelle nièce. Elle est fascinante, Philippe, absolument fascinante. » Auguste s'éloigna et Marine sentit ses jambes trembler. « Il sait, » murmura-t-elle à Philippe, « ou du moins il le soupçonne fortement. »« Je sais, » répondit Philippe doucement, « mais soupçonner n'est pas prouvé. Et tant que nous avons des documents légaux, il ne peut rien faire officiellement. Nous devons juste rester convaincants encore quelques jours. » Mais Marine voyait l'inquiétude dans ses yeux. Auguste enquêtait, cherchant des failles. Et s'il trouvait la moindre preuve que le mariage était frauduleux, il n'hésiterait pas à l'utiliser contre eux. La fête continua jusque tard dans la nuit, les invités commençant finalement à prendre congé vers minuit. Marine et Philippe restèrent à l'entrée, saluant et remerciant chaque personne qui partait jusqu'à ce que la dernière calèche s'éloigne enfin et qu'ils se retrouvent seuls avec les employés, nettoyant les restes de la célébration. « Tu as été parfaite, » dit Philippe, tandis qu'il montait l'escalier en direction de la chambre, « complètement parfaite. » Marine ne se sentait pas parfaite. Elle se sentait épuisée, émotionnellement vidée et de plus en plus confuse quant à ses propres sentiments. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre et que Philippe ferma la porte derrière eux, elle laissa enfin tomber le masque, s'asseyant sur le lit et retirant les chaussures à talons hauts qui l'avaient torturée toute la nuit. « Je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça, » confessa Marine, frottant ses pieds endoloris.
Chaque mensonge, chaque faux sourire, chaque conversation où je dois faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, m'épuise, Philippe. Philippe s'agenouilla devant elle, prenant un de ses pieds et commençant à le masser doucement. « Je sais, dit-il, et je suis désolé de t'avoir mise dans cette position, mais une semaine est déjà passée. Il n'en reste que 2, et ensuite tu seras libre. Libre avec suffisamment d'argent pour ne plus jamais avoir à faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. » Marine le regarda là, agenouillée à ses pieds, les massant avec soin, et sentit quelque chose se briser en elle. Cet homme puissant, ce baron qui aurait pu avoir n'importe quelle femme qu'il désirait, était là, prenant soin d'elle comme si elle était précieuse. Et ce n'était pas un jeu maintenant, il n'y avait pas de public, personne à impressionner. C'était réel. « Philippe » commença-t-elle, puis s'arrêta, ne sachant comment continuer. Il leva les yeux, ses yeux bruns rencontrant les siens, et Marine y vit quelque chose qui lui fit oublier comment respirer. Il y avait de la chaleur dans ce regard, une intensité qui n'avait rien à voir avec le jeu ou les accords commerciaux. « Dis » murmura Philippe, ses mains tenant toujours son pied, mais de manière moins fonctionnelle maintenant, plus intime. « Je... » Marine hésita, puis décida d'être honnête. « Je commence à oublier que c'est un simulacre, et ça me fait peur. » Philippe resta très silencieux un instant, puis lâcha son pied et se leva, mais ne s'éloigna pas. Il resta debout devant elle, si près que Marine pouvait sentir la chaleur de son corps. « Et si ce n'est pas un simulacre ?» demanda Philippe doucement. « Et si c'est réel, du moins en partie ?» Marine le regarda, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que tu n'es pas la seule à être confuse, » répondit Philippe. « Je dis que ces 2 dernières semaines, tu es devenue la seule chose réelle dans ma vie, que quand je me réveille le matin, la première chose que je cherche, c'est toi. » Marine se leva, se retrouvant face à lui, si près que leurs corps se touchèrent presque. « C'est de la folie, » murmura-t-elle. « Tu me connais à peine, je te connais à peine. Nous sommes des étrangers qui font semblant d'être mariés. »« Je sais, » dit Philippe, levant la main et touchant son visage doucement. « C'est une folie complète, mais quand est-ce que quelque chose dans ma vie a eu autant de sens pour la dernière fois ?» Il se pencha lentement, donnant à Marine le temps de s'éloigner si elle le voulait. Mais elle ne s'éloigna pas, elle resta là, paralysée entre la peur et le désir, tandis que ses lèvres s'approchaient des siennes. Et quand ils se touchèrent enfin, doux et hésitants au début, Marine sentit comme si elle tombait d'une falaise sans savoir où elle atterrirait. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, et les mains de Philippe étaient dans ses cheveux, sur son visage, dans le creux de son dos, l'attirant plus près. Marine répondit, ses propres mains agrippant ses épaules, sentant les muscles fermes sous la chemise de soie. C'était mal, elle le savait. Elle compliquait quelque chose qui aurait dû être simple, un accord commercial avec une date d'expiration. Mais à ce moment-là, avec ses lèvres sur les siennes et son cœur battant à tout rompre, Marine ne pouvait s'en soucier. Quand ils se séparèrent enfin, tous 2 étaient à bout de souffle. Philippe posa son front contre le sien, ses yeux fermés, sa respiration irrégulière. « Désolé, » murmura-t-il, « je n'aurais pas dû faire ça. »« Ne t'excuse pas, » dit Marine, surprise par la fermeté de sa voix. « Je le voulais. » Elle s'arrêta, ne sachant comment exprimer le tourbillon d'émotions en elle. Philippe la regarda, étudiant son visage, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. « Parce que je ne peux pas revenir à faire semblant que tu n'es qu'une employée temporaire ?»« Non, après ça. » Marine recula d'un pas, ayant besoin d'espace pour penser clairement. « Il reste encore 2 semaines de l'accord, » dit-elle. « 2 semaines où nous devons maintenir cette mascarade pour ta famille, pour tout le monde. Nous ne pouvons pas compliquer cela en mélangeant de vrais sentiments. » « Et après les 2 semaines ?» demanda Philippe, quand l'accord se terminerait officiellement. « Qu'arrive-t-il à ce qui commence entre nous ?» Marine secoua la tête, marchant jusqu'à la fenêtre et regardant les champs sombres de cacao dehors. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Philippe, tu es un baron.
Je suis une infirmière pauvre. Même s'il y a quelque chose de réel entre nous, et je ne suis pas encore sûr de ce que c'est, il n'y a pas d'avenir possible. Nos mondes sont trop différents. Mes parents venaient aussi de mondes différents, dit Philippe, s'approchant, mais sans la toucher. Mon père était baron. Ma mère était la fille d'un commerçant de La Rochelle. Sa famille fut scandalisée. Mais il l'aima quand même. Il l'épousa quand même, et ils furent heureux jusqu'au jour de sa mort. L'amour ne se soucie pas de la classe sociale, Marine. Mais la société s'en soucie, argumenta Marine. J'ai vu comment ces gens m'ont regardé ce soir, la moitié avec un mépris mal dissimulé, l'autre moitié avec une curiosité morbide. Et cela alors qu'ils pensent encore que notre mariage est réel. Imagine quand ils sauront que c'était une farce depuis le début. Cela n'a pas besoin d'être une farce, dit Philippe doucement. Nous pouvons le rendre réel, vraiment. Pas par nécessité ou par accord, mais parce que nous le choisissons. Marine se tourna pour lui faire face, les larmes lui piquant les yeux. Tu confonds la gratitude avec l'amour, dit-elle. Je te sauve la vie, je prends soin de toi. Il est naturel de ressentir quelque chose pour quelqu'un dans ces circonstances. Mais quand tout redeviendra normal, quand tu n'auras plus besoin de moi, tu réaliseras que ce n'est pas réel. Et si ce n'est pas le cas, insista Philippe, alors demande-moi à nouveau dans 2 semaines, dit Marine, essuyant les larmes qui commençaient à couler. Quand le danger sera passé, quand tu seras en sécurité, quand tout se sera calmé, si tu ressens toujours la même chose, alors nous en parlerons. Mais pas maintenant, Philippe. Philippe hocha lentement la tête, clairement pas heureux, mais acceptant. D'accord, dit-il, dans 2 semaines, nous terminerons l'accord comme prévu. Marine acquiesça, soulagée qu'il comprenne, mais aussi étrangement triste. Je vais dormir dans la chambre d'amis cette nuit, dit-elle. J'ai besoin d'espace pour digérer tout cela. Philippe n'essaya pas de l'arrêter. Il observa simplement tandis qu'elle prenait quelques affaires et sortait, fermant doucement la porte derrière elle. Marine trouva la chambre d'amis la plus proche, y entra et laissa enfin les larmes couler pour de bon. Elle était confuse, effrayée et complètement perdue quant à ce qu'elle voulait réellement. Elle avait commencé tout cela pour l'argent, pour la chance d'échapper à la pauvreté. Mais quelque part en chemin, Philippe était devenu plus qu'un simple patron temporaire. Il était devenu quelqu'un dont elle se souciait réellement, quelqu'un dont le sourire rendait sa journée meilleure, dont la présence la faisait se sentir en sécurité. Mais était-ce réel ? Ou se laissait-elle simplement emporter par le fantasme de vivre comme une baronne, d'être traitée comme si elle était spéciale ? Marine ne savait pas, et l'incertitude la rongeait de l'intérieur. Elle dormit mal cette nuit-là, se réveillant plusieurs fois avec des pensées confuses sur Philippe, sur l'accord, sur ce qu'elle ressentait. Quand le jour se leva enfin, elle se leva fatiguée, mais déterminée. 2 semaines. Elle avait 2 semaines pour découvrir si ses sentiments étaient réels ou simplement le produit de circonstances extraordinaires. En attendant, elle devait continuer la mascarade. Elle devait continuer à être la baronne du bois parfaite. Et plus importante encore, elle devait protéger son cœur du danger de tomber amoureuse de quelqu'un qui ne serait jamais vraiment le sien. Marine s'habilla, arrangea ses cheveux et descendit pour le petit déjeuner, déterminée à maintenir une distance émotionnelle avec Philippe pour les jours restants. Mais quand elle le vit l'attendre dans la salle à manger, son sourire en la voyant fit fondre toutes ses résolutions instantanément. « Bonjour, dit Philippe, écartant la chaise pour elle. « Tu n'as pas bien dormi, n'est-ce pas ?»« Non, admit Marine en s'asseyant. « Et toi non plus, confessa Philippe. Mais nous devons continuer comme si nous avions parfaitement dormi. Auguste va observer chacun de nos mouvements à partir de maintenant, cherchant le moindre signe de fissure dans le mariage. C'est ainsi que commença la seconde moitié de leur accord, tous deux désormais conscients des sentiments croissants entre eux, mais faisant semblant que rien n'avait changé. Les jours suivants furent une torture silencieuse, de proximité forcée et de distance émotionnelle auto-imposée. Marine et Philippe continuaient de dormir dans la même chambre,
gardant les apparences au cas où un employé commenterait. Mais il y avait maintenant une tension palpable entre eux qui n'existait pas avant ce baiser. Pendant le petit déjeuner du dimanche, Romain apparut sans prévenir, son visage renfrogné, révélant qu'il apportait de mauvaises nouvelles. « Cousin Philippe » dit-il, s'asseyant à table sans y être invité. « Je dois discuter des finances du domaine. Les chiffres du dernier trimestre ne concordent pas. » Philippe posa sa fourchette, son expression devenant sérieuse. « Que voulez-vous dire par « ne concorde pas » ? Il manque 50 000 lots entre ce qui devrait être dans les comptes et ce qui y est réellement, répondit Romain, poussant un dossier rempli de papiers sur la table. Mon père a suggéré que votre nouvelle épouse pourrait peut-être expliquer où est passé l'argent. Marine sentit son sang se glacer. Ils essayaient de l'incriminer, de l'accuser de voler le domaine. C'était un coup intelligent d'Auguste. S'il réussissait à prouver qu'elle était une profiteuse, il pourrait annuler le mariage pour fraude. « Ma femme n'a rien à voir avec les finances du domaine, » dit Philippe froidement. « Et je vous suggère, à vous et à votre père, d'arrêter de faire des accusations infondées avant que je ne décide d'enquêter plus profondément sur qui a réellement accès au compte. » Romain devint rouge. « Je dis que vous gérez les finances depuis 5 ans, » répondit Philippe. « Et mystérieusement, ce n'est que maintenant, quelques jours après mon mariage, qu'une divergence apparaît. Un timing intéressant, ne trouvez-vous pas ? La discussion s'intensifia rapidement, les voix s'élevant, jusqu'à ce que Madame Leclerc entre dans la salle à manger avec une expression désapprobatrice. « Messieurs, dit-elle fermement, vous effrayez les employés avec tous ces cris. Si vous devez vous disputer, faites-le en privé. » Philippe se leva brusquement. « Romain, je vais engager des auditeurs externes pour examiner tous les comptes des 3 dernières années. S'il manque de l'argent, nous découvrirons exactement où il est allé. Et Marine sera complètement innocentée dans ce processus. » Romain sortit furieux en claquant la porte et Marine put enfin respirer à nouveau. « Ils intensifient la pression, » dit-elle doucement. « Auguste et Romain sont en train de désespérer. »« Je sais, » acquiesça Philippe, passant sa main dans ses cheveux avec frustration. « Et cela les rend plus dangereux. Les gens désespérés font des choses stupides. Nous devons être doublement prudents. » Cet après-midi-là, tandis que Philippe était dans son bureau à s'occuper des auditeurs qu'il avait engagés à la hâte, Marine décida de se promener dans les jardins pour s'éclaircir les idées. C'est alors qu'elle trouva Julie assise sur un banc sous un jamelonnier, lisant un livre. « Puis-je vous rejoindre ?» demanda Marine, et Julie fit signe vers l'espace à côté d'elle sur le banc. Pendant quelques minutes, elles restèrent dans un silence confortable, écoutant seulement les oiseaux et le vent dans les feuilles. Finalement, Julie ferma le livre et se tourna vers Marine. « Mon père et mon frère préparent quelque chose, » dit-elle sans détour. « J'ai entendu des conversations que je n'aurais pas dû entendre. Ils savent que votre mariage n'est pas réel, Marine. Ou du moins, ils en sont suffisamment sûrs pour tout risquer en le prouvant. » Marine sentit la panique monter, mais se força à garder son calme. « Et vous, qu'en pensez-vous » Julie sourit tristement. « Je pense que peu importe si c'est réel ou non. Philippe est plus heureux qu'il ne l'a été depuis des années. Je l'ai vu dans ses yeux quand il vous regarde. Réel ou simulé au début, c'est devenu quelque chose de sincère. Et c'est ce qui compte pour moi. Votre père n'abandonnera pas, dit Marine. Il veut le titre, les terres. Il continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il y parvienne. » Julie hocha la tête. « C'est pourquoi je suis venu vous prévenir. Il prépare quelque chose pour dans quelques jours. Je ne sais pas exactement quoi, mais cela implique de prouver publiquement que votre mariage est frauduleux. Ils vont essayer de vous humilier devant toute la société. » Marine remercia Julie pour l'information et courut de nouveau à la maison pour prévenir Philippe. Quand elle lui raconta ce qu'elle avait découvert, il pâlit. « Nous devons anticiper, dit-il. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils attaquent. »« Mais nos termes, comment ?» demanda Marine. « Si nous admettons que le mariage a commencé comme une farce, tu perds tout de même. »« Pas si nous rendons le mariage réel avant de révéler quoi que ce soit, » dit Philippe en prenant ses mains.
Marine, je sais que tu as demandé 2 semaines pour réfléchir, mais nous n'avons pas 2 semaines. Auguste attaquera avant cela. Alors, je dois te demander maintenant, y a-t-il une quelconque possibilité que tu veuilles rester pour de vrai, pas pour l'argent, pas par obligation, mais parce qu'il existe quelque chose de réel entre nous? Marine regarda ses yeux bruns qui étaient devenus si familiers ces dernières semaines. Elle pensa à la façon dont il la faisait rire pendant les dîners, comment il prenait soin d'elle quand elle était fatiguée, comment il la regardait comme si elle était la personne la plus importante du monde. Et elle réalisa que la réponse était là, tout le temps, cachée sous des couches de peur et d'insécurité. « Oui, » murmura-t-elle, « il y a quelque chose de réel. J'ai peur de ce que cela signifie. » Philippe sourit, un sourire sincère de pur soulagement et de joie. « Alors, faisons comme ça. Demain, nous allons réunir toute la famille et les principaux membres de la société. Nous allons raconter que notre mariage a commencé de manière non conventionnelle, mais qu'il est devenu un amour véritable. Nous serons honnêtes sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, sur les circonstances, mais nous préciserons que nous avons choisi de rester ensemble par choix, non par nécessité. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. Le lendemain, avec la salle pleine de propriétaires terriens, de membres de la société et, bien sûr, Auguste et Romain observant avec des yeux d'aigle, Philippe se leva et raconta la vérité. « Oui, notre mariage a commencé de manière non conventionnelle, dit-il, tenant fermement la main de Marine. J'ai épousé Marine initialement pour des raisons pratiques, pour protéger le patrimoine familial de certaines menaces. Mais pendant ces semaines passées ensemble, j'ai découvert quelque chose que je n'attendais pas. Un amour véritable. Marine n'est pas seulement ma femme sur le papier, elle est devenue ma partenaire, ma meilleure amie, la personne sans laquelle je ne peux imaginer mon avenir. » Le silence dans la salle était absolu. Marine vit Auguste devenir rouge de colère, comprenant que son coup avait été neutralisé. En admettant la vérité en premier, Philippe avait retiré tout le pouvoir qu'Auguste avait sur eux. « Et je choisis de rester, » ajouta Marine, sa voix claire et ferme, « non pas pour le titre, non pas pour la richesse, mais parce que j'aime cet homme, j'aime sa bonté, son intégrité, son courage. Et si la société juge notre mariage par la façon dont il a commencé, au lieu de ce qu'il est devenu, alors la société a tort. » Il y eut un moment de silence tendu, puis Julie commença à applaudir. Lentement, d'autres se joignirent, jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Auguste et Romain sortirent furieux, finalement vaincus. Dans les mois suivants, Marine et Philippe construisirent une vie ensemble pour de vrai. Elle continua à travailler comme infirmière, mais maintenant dans une clinique qu'ils avaient ouverte sur le domaine pour les travailleurs. Philippe développa les programmes sociaux, améliora les salaires, devint connu comme le propriétaire terrien le plus juste de la région. Et quand, 1 an plus tard, Marine tint leur nouveau-né dans ses bras, tandis que Philippe les observait avec un amour infini dans les yeux, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Ce qui avait commencé comme un accord désespéré dans une ruelle sombre s'était transformé en l'histoire d'amour la plus vraie qu'elle aurait pu imaginer. « Merci » murmura Philippe cette nuit-là, embrassant son front. « Merci de m'avoir laissé te sauver » répondit Marine. Et ils scellèrent cette promesse d'un baiser qui était tout sauf simulé. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette histoire émouvante de Marine et Philippe, qui nous a montré que parfois, les débuts les plus improbables cachent les amours les plus vrais. Ce qui a commencé comme un accord désespéré entre étrangers s'est transformé en un mariage réel, construit sur la confiance, le courage et un amour sincère. Si vous avez aimé ce voyage autant que j'ai aimé le raconter, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires d'époque qui feront battre votre cœur plus fort. Dites-moi en commentaire quelle a été votre partie préférée de cette histoire. Le moment de la première rencontre, la tension du dîner en famille ou la révélation finale de la vérité. Partagez vos émotions avec nous, car chacun de vos commentaires nous inspire à continuer à apporter des romances qui touchent l'âme et prouvent que le véritable amour gagne toujours, toujours. À la prochaine histoire.